Bonjour Pierre, je m'appelle Bernard Dubreuil. Enchanté Bernard. Euh, J'aurais bien aimé donc t'interviewer sur le sujet des membres fantômes et de l'application thérapeutique entre guillemets du massage sur les membres fantômes. Et donc je sais que tu t'intéresses à ça et j'aurais aimé savoir tout d'abord comment t'en es arrivé à t'intéresser à ça. Je peux démarrer avec la première journée où je faisais du massage sur chaise dans la rue à Montréal parce que j'étais encore étudiant et je voulais voir ce que ça voulait dire faire du massage sur chaise. Je trouvais que c'était un petit peu comme du fast-food et j'avais peur que ça serve à rien et que ça soit juste une mode. Donc je me suis dit je vais me mettre dans les conditions les plus pires et puis si ça marche, ben c'est que ça marche. Donc il y avait du monde, la rue était fermée. Il y avait des gens qui marchaient, il y avait un orchestre à droite, un orchestre à gauche. C'était la fête dans la rue Saint-Laurent à Montréal. Et vers 8 heures du soir, je vois un gars arriver avec sa chaise roulante et il se met dans la file pour avoir un massage. Quand arrive son tour, je lui pose 2-3 questions, bien sûr, pour savoir comment il va et si un massage en fait est indiqué, parce que des fois il y a des massages qui sont contre-indiqués, même si les gens les demandent, c'est pas une raison pour leur dire oui tout de suite. Donc, parce que j'avais vu qu'il était amputé et je voulais savoir s'il était sous une forme de traitement qui aurait pu être une contre-indication pour le massage. Et puis non, en fait il allait bien, il s'était fait amputer une première patte il y avait 9 mois et une autre il y a 18 mois. Et il venait chercher un massage de dos. Il ne m'a pas du tout parlé de son amputation. Alors je l'ai installé sur ma chaise quand est arrivé son tour. Et le massage a commencé. Et à peu près au bout de 10 minutes, on avait sympathisé, on se parlait gentiment. Et il me dit, Pi, qu'est-ce que tu fais pour les membres fantômes? Puis je lui dis, ben là, oui, j'en ai entendu parler, je sais ce que c'est. J'ai même connu un monsieur quand j'avais 10 ans qui avait ça, puis ça m'avait scandalisé parce qu'il se plaignait qu'il avait mal, puis que les médecins ils pouvaient rien, et puis que les médicaments ils pouvaient rien, et puis ils comprenaient pas pourquoi, et puis moi non plus. Donc j'étais alerté là-dessus, mais je dis t'inquiète pas, je te assure un truc, c'est que j'ai pas appris ça à l'école. Donc ça veut pas dire qu'on peut rien faire, laisse-moi juste essayer quelque chose. Et là, on est d'accord qu'il avait la tête dans le truc, tu sais, le reposoir, ouais, l'appui-tête de la chaise de massage. Et moi, j'étais en arrière, donc il ne pouvait pas me voir. Et là, tranquillement, pas vite, j'approche ma main de son moignon, et je suis comme à 10-15 cm en arrière. Et là, sans que je lui demande rien, le gars me dit, je sens ta main sur mon mollet. Ah, je dis, ah ouais. Attends, Le voit pas. Ben, il me voit pas, et il a une sensation dont la source semble être extérieure à son corps. Je me dis, ouais, c'est quoi ça? Puis bon, comme je suis un peu Saint Thomas, là, je dis, ouais. Puis j'ai reculé ma main, et là je me suis mis comme à peu près au niveau de sa plante de pied, comme égal avec l'autre pied, puis j'ai fait comme ça, comme des chatouilles. Il me dit, arrête ça. Je lui dis, attends, arrête quoi? Il dit, bah, je sais pas ce que tu fais, mais ça fait comme des chatouilles. Ouh, je lui dis, elle est bonne celle-là. Et là, toujours mon bon Saint Thomas, j'ai pris ma belle main et je lui ai fait comme ça, comme pour les crapoutiller les orteils. Parce que je me suis dit, il se fout de ma gueule ou quoi? Et son moignon fait comme ça. Il me dit, aïe, ça fait mal. Ah, là je me suis calmé tout de suite. Je lui ai dit, ok, ça a l'air que tu me sens. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas demandé pourquoi, je n'ai pas parti en courant. Je me suis dit, ok, ça a l'air que tu me sens. Et tout de suite après, je lui ai dit, ben, moi je vais voir si je te sens. Et là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, je vais fermer mes yeux, je vais approcher ma main doucement, pas vite, de ton membre fantôme, puis c'est toi qui vas me dire, non, c'est moi qui va te dire si je suis dedans. Donc j'ai approché ma main, puis à un moment donné, j'ai senti comme une espèce de petit champ, quelque chose qui
ça repoussait pas ma main, là, c'était pas dur du tout. C'était agréable. C'est comme une espèce de petit pétillement dans ma main. Je lui dis, ben là, j'ai l'impression que je suis dedans. Alors il me dit, oui, c'est en plein ça. Alors je dis, ok, bouge pas. J'ai bougé ma main. Je lui dis, là, je sens plus ton membre fantôme, je suis plus dedans. Est-ce que tu es d'accord? Il me dit, oui, là, je te sens pas non plus. Je dis, bouge pas. Je vais te dire où est ta peau. Et c'est là que vraiment j'étais dans l'improvisation la plus totale. Je n'avais jamais fait ça. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, mais il m'a semblé que j'avais suffisamment déjà d'éléments pour voir qu'il me sentait et pour sentir que je le sentais. Donc je me suis dit, ok, je vais voir où ça commence. Donc j'ai ramené ma main et j'ai fait comme ça et je lui ai dit, ben attends là, bouge pas. Voilà, là, ça démarre là. Le mec il me dit oui. Tu n'es pas obligé de me dire oui. Il me dit oui. Alors là, je dis, ok, elle est bonne celle-là. Bon, eh bien, si tu me sens et si je te sens, on est en business. On va faire un massage de membres fantômes. J'avais jamais fait ça, on est bien d'accord. Sauf que cette première personne dans ma vie m'a donné exactement les éléments dont j'avais besoin. La manifestation qui sentait quelque chose qui correspondait à la réalité, parce qu'effectivement, jamais la main à la place de son mollet, et effectivement, je lui avais gratouillé un endroit où, à une époque, il devait y avoir eu son pied, et effectivement, je lui avais scrunché les doigts de pied. Donc, il a eu des réactions, alors qu'il ne me voyait pas, que j'ai trouvé valides, surprenantes, inexplicables, mais valides, par rapport à ce que j'avais fait. Et puis moi, d'avoir senti quand j'étais dedans, senti quand j'étais en dehors, ça c'était pas trop dur, et surtout sentir où ça démarrait, je me suis dit, mais Dieu, il y a quelque chose là. Donc je lui dis, on est en business. Et là, j'ai commencé, parce qu'il m'avait dit qu'il avait mal, bien sûr, c'était un massage antidouleur que je faisais. Hein. Donc il avait mal à son membre. Il avait mal au-dessous du pied, il avait une espèce de crampe, comme ça arrive souvent dans les douleurs fantômes. J'ai appris tout ça évidemment par la suite. C'était comme très chaud, très brûlant et très tendu à la fois. Et puis ces médicaments pouvaient atténuer un peu la douleur, mais ne pouvaient pas la supprimer. Et donc il fallait qu'ils reprennent des médicaments. Donc oui, les médicaments aidaient, mais ce n'était pas une solution, c'était un pis-aller, c'était pour atténuer. Et moi, j'avais aucune idée de si ça allait pouvoir servir à quelque chose ou quoi. Mais je lui ai dit, tu me sens, je te sens, on est en business. Bon. Donc, j'ai fait ma petite affaire comme ça. Et puis, de temps en temps, et ça, je m'en souviens très bien, ma main comme s'arrêtait et butait contre un petit endroit. C'était pas comme un blocage, comme un mur, mais il y avait un petit endroit où ma main s'arrêtait. Puis là, c'est une technique que j'ai depuis des années. Je fais des petites chansons. Je fais du chant. Donc j'étais comme ça, puis je lui ai fait. On s'en foutait, hein. Il y avait du monde qui faisait du bruit à droite, à gauche. On n'était pas plus abrutis que les autres. On était juste. Moi, j'étais en pleine expérimentation, mais avec un gars qui était d'accord. Je ne faisais pas ça contre son gré. Hein. Bon. Ce qui m'a surpris, évidemment, c'est que au bout de 5 minutes, je zigonne à droite, à gauche, je m'arrête. Au bout d'un moment, je sens que ça lâche l'endroit où c'était comme une petite résistance. La résistance disparaît. Bon. Je continue mes petits chants. Et à un moment, j'ai vraiment l'impression que j'ai fini mon travail. Il n'y a personne qui m'a appelé au téléphone pour me le dire. Hein. J'ai eu l'impression que mon boulot était fini. Alors, je me relève. Je dis, puis, ce membre fantôme. Puis là, je m'en souviendrai toute ma vie. Puis il se pousse de la chaise comme ça, puis il dit, bah, j'ai plus mal. Je dis, pardon? Attends une seconde là. Veux-tu juste répéter? Il dit, bah, j'ai plus mal. Je dis, elle est bonne celle-là.
me dit oui, bon, oui, quand est-ce que tu me fais l'autre pied? Je lui dis regarde là doucement là. Tu vois, il y a du monde qui attend. Non, là, les 20 minutes sont passées, là, excuse-moi, On en si tu veux, reparle. je serai en vacances 15 jours, si tu veux, dans 15 jours on prend rendez-vous. Mais pour ce soir, c'est fini, là. T'as plus mal, t'es bien content, moi aussi, on n'a rien compris tous les deux, mais on est content. On s'est serré la main, mais joyeusement. On était mais super contents. Moi, j'avais l'impression, j'ai eu l'impression de vraiment découvrir quelque chose. Et de le découvrir avec la collaboration de quelqu'un qui était aussi heureux que moi Mhm. de l'issue et du parcours et du résultat. Parce que là, on est dans quelque chose qui se voit pas avec les yeux, mais qui se palpe, qui est tactile, qui se ressent d'un côté et de l'autre, et comme un dialogue. Ben, c'est ça que j'ai découvert, et lui aussi, parce que jamais personne lui avait passé l'épogne sur son membre fantôme. Jamais personne avait fait ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment pas sorcier. Ça consiste à écouter avec sa main dans une zone qui est dans le prolongement du moignon et voir si on sent quelque chose. Là où j'étais surpris, c'est que c'est lui le premier qui a senti. C'est lui le premier qui sans que je lui demandais rien, qui a fait une phrase là-dessus. Et en plus, comme je t'ai dit, cette phrase était juste par rapport à ce que j'étais en train de faire. J'étais effectivement là où était son mollet. D'accord. Bref, c'est donc la première fois, c'est passé, c'était un 26 août 2003. Je m'en souviens très bien. Puis j'ai des photos là, parce que évidemment, le lendemain, quand il est revenu, pour me montrer à un de ses potes, il a dit, bah tu vois, c'est lui là qui m'a enlevé le mal fantôme. Je lui ai dit, je t'ai rien enlevé du tout. Il s'est trouvé que tu m'as dit que tu avais plus mal. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on se calme, je t'ai rien enlevé du tout. Je suis très content que tu aies plus mal. Mais moi, je vais étudier ce truc-là, c'est évident. Et c'est là qu'on a pris rendez-vous pour 15 jours plus tard. Et là, j'avais un petit peu préparé mes affaires. C'est-à-dire, je m'étais dit, oh là là, je suis en train de découvrir un truc qui s'appelle un organe sensoriel. Tout le monde appelle ça un membre fantôme, mais moi, ce que je vois, c'est que ça sent des trucs. Avec quoi? J'en savais rien. Pourquoi? J'en savais rien. Comment? C'est ça que je pouvais étudier. Donc, j'ai mis dans une petite mallette un truc rond et lisse et dur, c'était une boule de marbre poli. J'ai pris un cure-dent, un petit peu pointu, mais je ne voulais pas le blesser, là, juste un truc piquant. J'ai pris un linge sec, un linge mouillé. J'ai pris du papier de verre rugueux et j'ai pris du papier de verre très fin. Et puis, qu'est-ce que j'avais pris encore? Ah oui, un briquet. Et j'ai pris aussi un pack bleu, tu sais, comme quand on met dans les frigos là, pour faire du froid. Expérimentation. Puis j'ai mis ça dans ma petite valise, puis je dis, je vais te faire ton massage, puis après, si tu veux bien, on fera quelques expériences, puis on va commencer par faire ton massage. Il me dit, oui, oui, on fera tout ce que tu voudras, mais occupe-toi de mon fantôme. Je dis, certain, regarde, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. Alors, je vais te faire un massage, puis quand le temps viendra de s'occuper de ton membre fantôme, on va s'en occuper, mais je n'ai pas l'intention de faire autrement que ce que j'ai fait la première fois, hein, puisque de toute manière, je ne l'avais jamais fait, donc je vais refaire pareil. Et quand on est arrivé au moment, je lui ai fait les épaules, enfin je lui ai fait un massage général d'1 heure. Et sur les 10 dernières minutes, je me suis occupé de son membre fantôme. Et il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il m'a senti, je l'ai senti, j'ai fait mes petites chansons, ça résistait, puis ça résistait plus. Et puis je lui ai dit, puis comment ça va, là, au bout de 5 minutes. Puis il avait plus mal. Donc on s'est vigoureusement serré la main, on était bien contents tous les deux. Et j'ai commencé, avec sa permission, sa collaboration, les petites expériences. Et là j'ai vu que c'était un truc sensoriel, ce membre fantôme, mais d'une sensorialité très précise. Il était effectivement capable de faire la différence entre chaud et froid. Quand je l'ai présenté, évidemment il avait les yeux fermés. Donc une source chaude, une source froide, il la sentait. Le linge sec, le linge mouillé, il l'a senti avec son moignon. Hein, j'ai mis à l'extrémité de son moignon la boule ronde qui était une
balle, je te dis une boule en marbre poli. Et il a senti que c'était lisse. Et puis après, j'ai amené le petit cure-dent et j'ai picoté comme ça. Et il sentait quelque chose. Ça lui faisait pas mal, mais il sentait qu'il y avait une interaction. Moi, j'étais sur le cul de voir ça. Je m'attendais à quelque chose, mais je ne pouvais pas m'attendre à une telle précision. Et d'ailleurs, je dois dire que quand j'ai vu après 10, 20, 30, 40 personnes, c'était clairement mon champion. C'est-à-dire que j'ai jamais vu personne qui avait une telle sensibilité. J'en ai vu qui étaient capables de bouger leurs membres fantômes, j'en ai vu qui étaient capables de tâter le sol, qui étaient capables de taper du pied sur le sol, ou avec le bras qui était capable de pianoter des doigts sur la table. On n'entendait rien, bien sûr, mais lui, il disait qu'il pianotait. J'en ai vu qui étaient capables de faire la pince avec leur pouce et leur index, avec leurs doigts fantômes. J'en ai vu qui étaient capables de étirer leur membre fantôme et de le rétracter, de le faire rentrer dans leur moignon et de le faire sortir de leur moignon. Rien que des machins que je ne savais pas que c'était possible et qu'ils étaient capables de faire. Mais j'ai vu personne qui avait une telle finesse dans le toucher. Donc j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un champion du toucher fantôme. Et ça, c'était le premier qui était venu te voir, C'était c'est le ça? premier. Ouais. C'était le premier. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, ok, moi, je vais étudier ça. Voilà, ça a été ton déclic, en gros, et après... Ça m'est tombé dessus au milieu d'une fête urbaine. Mais je veux dire, je l'ai repéré, le truc. Tu vois, je ne l'ai pas laissé partir, les gars. Je n'ai pas du tout oublié, là. C'était suffisamment énorme pour moi que quelqu'un puisse percevoir à l'extérieur de son corps et puisse dire au bout de 5, 6, 7, je ne sais plus combien, mais moins de 10 minutes de travail, si tu veux, que je faisais moi, dire qu'il avait plus mal. Parce qu'évidemment, quand je l'ai revu 15 jours après, je lui ai dit, puis cette douleur, elle était revenue, il m'a dit non. Puis quand je l'ai rappelé pour le deuxième pied fantôme 10 jours après, il avait plus mal. Donc pour lui c'était majeur, si tu veux. C'était très surprenant, mais dans sa vie ça faisait une vraie différence. Donc je me suis dit, on est dans un cas où la pharmacopée, on va dire, où l'ensemble des instruments qui servent à soigner ce problème de douleur est reconnu comme difficile. Difficile, les gens ont du mal à traiter ça. Les physiothérapeutes ont du mal, les médecins ont du mal. Et moi j'arrive, gousi, j'ai plus mal. Ben, tu sais, ça fait bizarre. Donc je me suis dit, il doit y avoir là quelque chose de complètement différent, que les autres n'utilisent pas du tout, que j'ai utilisé comme ça. Par intuition, c'était spontané, quoi. C'était spontané, mais je venais pas de nulle part non plus. Oui. Le chant, ça faisait 25 ans que je faisais du ça, chant. là, on parle de chant harmonique, on en parlera Sentir le chant CHAMP autour du corps, j'avais fait ça dans les ateliers de Tai Chi. Tai Chi Chuan, avec un gars qui venait de France qui s'appelait Vladi Stevanovic, et la personne qui mène un centre, Vladi Stevanovic, qui a été créé ici, au Québec. Et j'avais appris à effectivement sentir quelque chose entre mes mains. Et quand je passais ma main, j'avais appris à déguster la sensation à la fois dans ma peau de la main au-dessus et à la fois dans la peau de ma main en dessous. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes mains. C'est parce que je me suis dit, et si c'était du genre toucher sans toucher. Le toucher sans toucher, je connaissais ça sur moi et sur les autres qui faisaient du tai chi. Mais j'avais aucune idée que les personnes amputées avaient ce genre de sensibilité, mais encore plus forte, encore décuplée par rapport aux gens qui pratiquent le tai chi. Parce que les gens qui pratiquent le tai chi, ils te disent pas la température, ils réagissent pas à un petit picot de cure-dent qui le pique. Et puis, si je me fais ça, ça me fait pas mal à la main, tu comprends ? Donc,
il y avait une sensibilité là qui était vraiment beaucoup plus forte que pour les gens comme toi et moi qui ont tous leurs membres. Alors, j'en ai tiré l'idée que peut-être le membre fantôme, c'était pas du tout quelque chose qui poussait le lendemain de l'amputation, mais qu'en fait, on était dans un fantôme et que c'est le fait, appelons ça un corps ou une enveloppe ou un champ. Moi, je préfère utiliser le mot champ parce que très vite, autrement, tu risques de t'embarquer dans des trucs ésotériques. Et moi, c'est pas ça qui me passionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect biophysique de tout ça. Donc, je me suis dit, s'il y a un champ, dans le prolongement de ce moignon, peut-être qu'il était déjà là. Peut-être qu'il n'a pas poussé le lendemain. Et peut-être que moi, qui n'ai pas d'amputation, si j'en avais une, je le sentirais pareil, parce qu'il a toujours été là. Comme le lapin dans le chapeau. Tu sais, quand un prestidigitateur il sort le lapin, c'est qu'il y était déjà. Et c'est pas de la magie, c'est comme ça que c'est fait. Bon. Alors, avec ce point de départ où, je résume, quelqu'un à l'extérieur de son corps est capable de sentir quelque chose qui rentre dans lui, c'est-à-dire dans une partie de lui, ce qui veut dire qu'il y a une partie de lui qui est extérieure à son corps, ce qui veut dire que donc son moi a une partie corporelle puis une partie non corporelle. Puis c'est ça les amputés. C'est des gens dont une partie du moi fonctionne à l'extérieur du corps. Moi, je n'avais pas cette définition du membre fantôme, mais c'est ça qui s'est imposé avec la pratique comme étant le plus réaliste, tout simplement. Donc comme tu dis, en fait, c'est donc, au début, on disait que c'était un membre amputé, mais pas forcément, et qui se sent, vu qu'il peut se sentir de la douleur ou du plaisir, etc. Donc il sent les membres des autres aussi entrer en contact avec lui. Alors, et toi aussi. Attends, va pas trop vite, parce que, en fait, dans notre civilisation, dans notre culture, les gens qui sont en réadaptation à l'hôpital, parce que les amputations, ça se fait à l'hôpital, c'est des opérations majeures, et heureusement que ça se fait à l'hôpital, et ils ne sont pas du tout encouragés, les gens, quand ils se réveillent et qui sont en réadaptation, ils ne sont pas du tout encouragés à aller serrer la pince fantôme du voisin. Il n'y a personne qui veut dire « Ah, vous avez un membre fantôme, dites bonjour à votre voisin ». Il n'y a personne qui leur propose ça. Et eux, il faut bien dire aussi, ils n'y pensent pas. Parce qu'ils sont dans la même culture. Ils sont dans une culture où une fois que c'est plus là, c'est plus là. Sauf que c'est encore là. Donc ils sont dans une culture qui leur dit que c'est plus là, mais ils sont dans une sensation qui leur dit que c'est là. Alors ils sont là en se disant « Putain, c'est moi qui est fou ». Ou c'est eux autres qui veulent pas le savoir. Puis c'est ça la bataille. Et pendant des années, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient mal à leurs membres fantômes et on ne les croyait pas. Parce que ça n'avait aucun bon sens. Sauf que grâce aux cliniques de la douleur, là je te parle du début des années 60, quand ça a commencé, petit à petit on s'est mis à écouter ces gens-là. Et heureusement qu'il y a eu des médecins qui sont préoccupés des problèmes de la douleur, parce que autrement, en s'appuyant sur le gros bon sens, on aurait continué à dire « bah voyons ». Tu sais, « bah voyons ». Sauf que ces gens-là se plaignaient, et surtout ils se plaignaient de douleurs invalidantes, qui pouvaient parfois être atroces, et parfois leur faire choisir le suicide. Pas tous évidemment, mais les études ont montré qu'entre 50 et 70% des gens avaient des douleurs et que sur ces 50 à 70%, il y en avait toujours une fraction pour qui c'était vraiment... La douleur devenait la maladie. Ils dormaient mal, ils mangeaient mal, ils étaient grincheux, ils étaient peureux, ils avaient peur qu'on les approche. Moi, j'ai vu un gars qui se promenait comme ça. On lui avait coupé quoi ? Une phalange de l'index. Il était comme ça. Et il avait envie de mordre. Ça lui faisait horriblement mal. Donc, tomber sur un truc qui
peut être extrêmement pénible, que tout le monde a du mal à traiter, et puis voir un cas, 2 cas, 10 cas, 20 cas où la douleur disparaît, tu es bien obligé de te poser des questions quand même, quand tu es quelqu'un qui prend pour métier de viser le bien-être des clients. J'ai bien été obligé de me poser des questions. Alors c'est ça que je fais. D'accord, parce que après ton déclic, tu as dû forcément, donc tu es allé te renseigner, tu as vu qu'il y avait eu des travaux quand même qui avaient été faits depuis un certain nombre de temps ou pas là-dessus? Oh oui, j'ai fait toute l'histoire. J'ai lu les textes d'un chirurgien barbier, à l'époque on les appelait chirurgiens barbiers, de 3 rois de France, qui amputaient à tour de bras les gens sur les champs de bataille, et qui disait, il faut vraiment le voir pour le croire, de voir des gens qui se relèvent de la table où je les ai amputés pour repartir au combat, parce qu'ils pensent que leur jambe est là. Et des gens qui se plaignent de douleur dans une partie d'eux-mêmes qui ne fait plus partie de leur corps. Donc ces témoignages-là, disons dans notre Occident à nous, ils ont plusieurs siècles déjà. Ah, plusieurs siècles. Ben, c'est 1545 le livre de ce chirurgien. Donc on a eu le temps d'y penser, mais ça a toujours été tassé comme dans l'inexplicable. Et ce n'est que vraiment très récemment, c'est-à-dire à moins de 40 ans, moins de 30 ans même peut-être pour être honnête, qu'on a commencé à faire de la neurologie expérimentale avec les gens qui étaient amputés pour mieux connaître les problèmes de membres fantômes. La neurologie expérimentale, ça a commencé avec les gens qui faisaient des crises d'épilepsie. Et ça a commencé à Montréal avec, bon, j'exagère, il y a déjà eu des Anglais et aussi des Allemands qui avaient travaillé, mais le grand héros de ça, c'est Penfield, le docteur Penfield, qui a la rue Penfield et qui a l'Institut neurologique de Montréal. C'est à Montréal que ça s'est passé. Et lui, il a été le premier, quand il ouvrait le crâne pour aller enlever des parties du cerveau qui étaient les endroits où se faisaient ces orages électriques qui correspondaient aux crises d'épilepsie et exciser ces parties-là, qu'avec la très bonne relation qu'il avait avec ses patients, dont il améliorait beaucoup la vie, avec leur accord, il a ensuite cartographié le cerveau en mettant des petites électrodes, et il envoyait un tout petit courant, et il voyait un pied qui se levait, il voyait une main qui se serrait, et puis il écoutait les gens parler de leurs sensations. Donc il a fait un boulot dans les années 30, 40, 50, ça s'est poursuivi et ça se fait encore, qui est le boulot que moi je suis en train de faire avec les membres fantômes, c'est-à-dire d'essayer de faire de l'expérimentation sur les membres fantômes. Mais il y a plein de gens qui m'ont précédé là-dedans, qui n'ont pas du tout l'approche que je dirais tactilo-sensorielle, mais qui ont une approche visuello-motrice, c'est-à-dire qu'ils envoient des courants dans les zones motrices corticales du cerveau, et puis ils regardent si ça déclenche une réaction. Ils écoutent le patient pour savoir, parce qu'il n'y a rien à regarder, ils écoutent le patient pour voir si ça déclenche des mouvements du membre fantôme. Et les gens dans le milieu hospitalier se sentent tout à fait tranquilles de faire une expérimentation sur les zones motrices, parce qu'ils savent que ça part du cerveau et ça va vers la périphérie. D'accord. Donc ils ont quelque chose qui est matériel, sur lequel ils transmettent quelque chose qui est un signal, et puis ils entendent parler d'un résultat. Moi, ma démarche part de la périphérie et se ramasse par une sensation intérieure. Mais ils sont où les câbles, ils sont où les fils, ils sont où les nerfs? Il n'y a rien de tout ça. Donc tu comprends bien qu'à l'université, ça se fait toujours pas de faire de l'expérimentation à l'extérieur du corps. Parce qu'à l'extérieur du corps, il n'y a pas censé y avoir quelque chose de sensible. Quand moi je dis un membre fantôme, c'est une partie de soi qui a des propriétés tactiles, motrices et proprioceptives,
On me dit, motrice oui, proprioceptive oui, mais tactile, montrez-le-moi. Alors, effectivement, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est de le montrer en demandant à des gens qui ont des membres fantômes, par exemple, de se serrer la main fantôme, ou des gens qui ont des pieds fantômes, de venir toucher leurs pieds fantômes. Deux personnes. Deux personnes, Avec un une membre ici fantôme avec un chacun. membre fantôme, ici avec un membre fantôme, et allez-y, touchez-vous le pied. Faites-vous du pied, donnez-vous la main. Bon. Oui, j'étais le premier à faire ça, parce que personne, à ma connaissance, ça c'est forcément fait quelque part, mais je te garantis que ce n'est pas dans la littérature scientifique. Que je lise en français ou en anglais. Je ne lis pas toutes les langues, c'est évident. Mais c'est un truc qui est en dehors du champ de connaissance. On ne connaît pas le fait qu'une poignée de main, c'est possible entre des personnes amputées de la main. Ça ne se connaît pas. Alors, moi, j'aimerais que ça se connaisse. Et pour le faire connaître d'un milieu scientifique, la seule solution, c'est la méthode scientifique. Alors, c'est ça que j'ai adopté d'ailleurs. Je n'ai pas attendu ça pour m'en préoccuper. J'avais eu déjà un intérêt pour les sciences et un intérêt pour la vulgarisation des sciences et des technologies. Donc je me sentais à l'aise avec cette approche-là où il faut baser ce que tu racontes sur des faits. Et ces faits, effectivement, ça vient du verbe faire. Ça veut dire qu'il faut les fabriquer, il faut les observer, il faut les construire, mais il faut les mesurer. Alors, va-t'en pour mesurer une poignée de main entre membres fantômes. Tu fais comment? As-tu une idée? Oui. Vas-y donc, dis-moi donc ton idée. Je sais pas, je connais pas beaucoup ces sujets-là, mais dans le cerveau, tu as des zones de toucher. Les zones tactiles, par exemple, dans le cerveau. Oui. Et donc, tu pourrais mesurer un signal dans ces zones-là. À quel moment? Au moment où les deux personnes avec leurs membres fantômes se serrent la main, oui. Tu pourrais, avec l'électroencéphalogramme, voir quelle zone se met en marche. Et si la zone du tactile de la main manuelle se met en marche, c'est qu'il y a un contact. C'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux personnes. Mais tu devrais le voir chez les deux personnes. Tu mets un casque sur chaque tête et tu espères voir, sinon la même chose, en tout cas au même endroit, des signaux qui correspondent à ce contact. Alors effectivement, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Je ne suis pas du tout neurologue, je ne suis pas du tout électroencéphalographe formé à ça, mais il y a maintenant dans le grand public des outils qui, pour à peu près 1000 $, avec le logiciel, te livrent des données électroencéphalographiques en temps réel qui sont de bonne qualité. C'était pas vrai il y a 20 ans, c'était même pas vrai il y a 10 ans. Mais aujourd'hui c'est possible, et voyant cela, je me suis dit, bon, des IRM fonctionnels, là, des grosses machines à $1 million, j'en aurai jamais. C'est très difficile d'avoir accès à ces trucs-là, s'il faut y avoir accès uniquement sur un programme qui est soutenu par l'université qui a la machine en question. Donc c'est pas du tout facile de rentrer, surtout quand tu n'es pas universitaire comme moi. Donc je me suis dit, je vais prendre peut-être l'outil du pauvre, là, mais un outil du pauvre qui est fonctionnel. Et j'en suis rendu exactement là. D'accord. D'accord, donc ça, en effet, si tu mesures des signaux à ce moment-là, donc ça a tendance à prouver qu'il y a un contact, au moins, qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme toujours, il faut d'abord voir s'il y a quelque chose de significatif, il faut voir si c'est reproductible pour une même personne, ou plutôt pour les deux mêmes personnes. S'ils peuvent faire 50 poignées de main, c'est mieux que s'ils en font qu'une seule, puis plus jamais. Il faut voir si deux autres personnes peuvent le faire, il faut voir si des jeunes peuvent le faire, il faut voir si des adultes peuvent le faire, il faut voir si des hommes et les femmes peuvent le faire. Et puis, très vite, parce que tu te rappelles que c'est de là qu'on est parti, ce qui me passionne, moi, dans l'affaire, c'est que je vois la poignée de main entre membres fantômes comme un traitement pour la douleur fantôme.
Et je dis, vous avez mal à la main, madame? Vous avez mal à la main, monsieur? Et puis, évidemment, je ne les prendrai pas comme ça à froid pour faire tout de suite une poignée de main. Je leur dis, venez si vous voulez, je vais vous faire un entraînement. On va travailler avec votre membre fantôme. Et quand vous aurez l'impression que vous sentez bien ma main avec votre membre fantôme, madame, que vous sentez bien ma main avec votre membre fantôme, monsieur, et que moi je le sentirai aussi, là, à ce moment-là, si vous êtes tenté, vous pourrez vous brancher l'un sur l'autre. Et si vous voulez, vous pouvez téléphoner à telle madame, tel monsieur, telle madame, pour leur demander comment ça s'est passé. Parce que vous n'êtes pas les premiers à faire ça. Mais je préfère prendre quelques précautions, puis je préfère que vous preniez quelques précautions, parce que ça fait vraiment bizarre, le fait qu'on puisse se sentir en dehors de son corps, l'un l'autre, au même endroit, au même moment. C'est pas dans nos livres. Donc, on n'est pas là pour faire peur à personne, on est là pour possiblement éliminer les douleurs. Cette approche-là a l'air un peu bizarre, mais ça a l'air qu'elle est efficace. Donc, allons-y doucement, prenons nos précautions, faisons connaissance exactement comme faisait, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce monsieur-là, comme faisait Penfield. Penfield, dans son livre qu'il a publié une année avant sa mort, qui s'appelle Mystery of the Mind, le mystère de l'esprit, le mystère de la conscience. Et il appelle ça étude critique de la conscience et du cerveau humain. Ce gars-là, il a eu moins de 500 malades. Donc il n'a pas fait des milliers de cas. Et il a travaillé sur plusieurs dizaines d'années. Mais chaque fois, il apprenait quelque chose de nouveau. Et chaque fois, il prenait tout le temps de bien connaître son patient. Parce que tu vas fouiller dans sa tête. Là, tu sais, il faut que tu aies vraiment toute la confiance de la personne. Et bien pour les membres fantômes, c'est pareil. Parce que le membre fantôme, pour le toucher, il y a besoin d'une chirurgie grave et importante. Mais il y a besoin de la familiarité, il y a besoin du respect, il y a besoin de la communication. C'est vraiment rentrer dans la sphère intime de quelqu'un que de faire un échange d'un membre fantôme à un autre membre fantôme. Et si on veut se précipiter là-dessus comme des malpropres, moi je dis non. C'est une sphère privée. Si j'étais amputé, je dirais, ça là, c'est moi. Et cette partie de moi, elle a beau être à l'extérieur de moi, elle a des droits. Et moi, je crois au droit universel de la personne hors de son corps. Parce qu'il y en a plein de gens qui sont partiellement hors de leur corps. Et c'est pas parce que la juridiction ne s'intéresse pas aux droits de la personne hors du corps qu'il ne va pas falloir se poser la question un beau jour. Parce que quand quelqu'un est allongé sur son lit avec une jambe en moins, et puis quelqu'un vient lui faire un traitement et pose son sac de médicaments pile sur la place du membre fantôme, eh ben, la personne amputée, elle se sent envahie, elle se sent agressée. Elle peut avoir une réaction même. Ça peut faire de la douleur. Et il y a plusieurs cas de témoignages que j'ai eus de gens qui disaient « mais les gens ne se rendent pas compte que je suis là aussi. Ça ne se voit pas, mais là, c'est moi. » Moi, je dis que le moi a des droits, même si le moi ne se voit pas. C'est tout. Conclusion. Oui, on veut développer les sensations tactiles, motrices et proprioceptives des membres fantômes. Oui, c'est dans le but de diminuer, voire éliminer la douleur, et il y a des cas qui montrent que c'est possible, et ça ne peut fonctionner, cette approche-là, que s'il y a effectivement
une sensation de contact. Mhm. Tant qu'il n'y a pas contact entre deux personnes, que ce soit le massothérapeute et la personne amputée, ou entre deux personnes amputées elles-mêmes, elles ne peuvent rien faire l'un pour l'autre. Mais si ce contact est reconnu de part et d'autre avec respect, avec même complicité, voire même avec plaisir et avec amitié, eh bien, parfait, allons-y. Et j'ai bien l'espoir qu'un jour, on puisse montrer, sur plusieurs cas, que les poignées de main entre membres fantômes sont auto- et interthérapeutiques. Vous avez mal tous les deux, faisons un entraînement ensemble, ça va nous prendre une journée, 2 journées, pour se familiariser avec les propriétés des membres fantômes. Puis quand vous serez prêt, si vous vous sentez bien, là vous ferez une poignée de main officielle, et puis vous nous direz ce qui se passe pour votre douleur. Mais je sais que moi, en tenant le membre fantôme de quelqu'un, je l'ai déjà entendu dire j'ai plus mal. Juste en le tenant. Et oui, mais je le tenais avec quoi? Je le tenais pas avec mes doigts. Avec... Je le tenais avec le fantôme qui était autour de mes mains. C'est ça. Ou ce qu'on appelle le fantôme, mais que moi je préfère appeler un champ de conscience. Puisque quand on dit c'est moi qui est là, ben, ça s'appelle un champ de moi, donc ça s'appelle un champ de conscience. Ouais, dire fantôme en fait c'est impropre comme terme. C'est une appel. Non, ben, disons que c'est le terme qui a été hérité d'un neurologue américain qui a écrit en 1872 un bouquin important qui s'appelait Pathologie des nerfs, qui a été traduit en 1874 en France. Le type c'est Silas Weir Mitchell. C'était le président de l'association des neurologues aux États-Unis. C'était un grand neurologue. C'était un type qui en plus était littérateur, il écrivait des histoires. Et pour la petite histoire, comme pendant la guerre de sécession, il avait amputé des gens à tour de bras, il avait eu plein de cas. Et il s'était beaucoup étonné de ça. Mais comme il n'y avait rien dans la littérature à laquelle il avait accès, il a commencé par écrire les phénomènes sous la forme d'une petite nouvelle qu'il a publiée dans Atlantic Monthly en 1864 et que j'ai relue récemment et qui est une écriture un petit peu à la Edgar Allan Poe, c'est-à-dire que c'est pas scientifique, c'est romancé. Le pauvre gars, il perd un bras, et puis ensuite il perd 2 jambes, puis ensuite il perd son 4e bras, et puis il passe d'hôpital en hôpital. Et à la fin, et c'est là que c'est de la littérature fantastique, à la fin, il sent la présence de ses jambes, et il se redresse, et il marche sur ses 2 fantômes. Donc c'est évidemment romancé, et c'est du Edgar Allan Poe signé par Silas Weir Mitchell, c'est-à-dire c'est des histoires fantastiques. Mais pendant toute la partie où le gars est à l'hôpital et où sont décrits les procédés et processus qui amènent à l'amputation et les raisons de l'amputation, là c'est Weir Mitchell, le médecin, qui écrit. Et c'est très proche, c'est la réalité, c'est ce qu'il avait vu et c'est ce qu'il avait fait. Alors, pour terminer sur le terme membre fantôme, c'est pas impropre, c'est le mot qui s'est imposé. Et c'est vrai que les fantômes, ça se voit pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que ces trucs-là, ça se sent. J'ai jamais serré la main d'un fantôme. Ouais. Jamais. Par contre, la première fois que j'ai serré la main d'une personne, c'était une dame, c'était en 2004. Elle m'a fait cette phrase, elle m'a dit « C'est la rencontre du réel et de l'immatériel. » Je dis « Madame, c'est poétique ce que vous me dites là. » Elle me dit « Ben oui, moi je vous ai rencontré, votre main elle est réelle, moi c'est pas matériel, c'est la rencontre du réel et de l'immatériel. » Ben, je dis « Ok, madame, vous me permettez de noter cette phrase ?» Elle me dit « Oui. » Ben, je dis « Je pense que ces rencontres-là sont importantes. » Alors on va bien voir où ça nous mène. Oui, et pourtant c'est ça, c'est de l'immatériel mesurable pourtant. Alors, peut-être. Mesurable, on revient à un petit bout de la conversation précédente. Attention, c'est pas le fantôme qu'on mesure. On ne sait toujours pas de quoi est fait le foutu fantôme. On sait de quoi il n'est pas fait. Il n'est pas lumineux, c'est-à-dire il n'est pas électromagnétique, il n'est pas magnétique,
il n'est pas électrique, il n'est pas sonore. Puis ça, c'est les 4 types de signaux qui circulent dans le corps et qu'on connaît dans le corps, qu'on suit dans le corps avec différents appareils. Mais un fantôme n'a jamais été pris en photo avec un quelconque de ces 4 appareils-là. Ces 4 signaux-là, c'est pas le membre fantôme. Alors qu'est-ce que c'est? On n'en sait toujours rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'un fantôme, ça se... Je ne sais pas quel est le bon terme, ça se transforme, ça a un impact sur, ça crée une trace, ça a une trace dans le cerveau sous forme électrique. Donc on va pouvoir aller surveiller dans les activités électriques du cerveau si des activités de membres fantômes dont on ne connaît pas la nature, on est bien d'accord, mais on s'en fout si on connaît la trace. Il y a plein d'astronomes là qui étudient des étoiles par leurs traces. Ça, en science, on fait très souvent de la science indirecte. Donc ça choque absolument personne. Si la trace, on la trouve dans le cerveau puis qu'elle est électrique, ça ne veut pas dire que le foutu fantôme il est électrique. Ça veut dire que pour le cerveau, une activité de membre fantôme, ça se termine par une stimulation électrique pour lui. On ne leur a pas expliqué, mais on l'aura vu, on l'aura mesuré, on l'aura revu, on l'aura remesuré. Est-ce qu'on a le foutu papier en anglais avec comité de lecture, là, dans Lancet ou dans Nature? Non, on ne l'a pas. Puis même, ce serait dans un plus petit journal, ça ne me dérangerait pas. Mais c'est évidemment vers ça que je m'enligne. Je veux un article publiable dans une revue à comité de lecture. Si on trouve un foutu signal, pour le moment, j'en ai vraiment tout au démarrage. J'étais, il y a 2 jours, chez quelqu'un qui a une double amputation. Je lui ai mis le casque sur la tête. C'est vraiment... J'ai fait une séance, mais on est bien loin de pouvoir dire quoi que ce soit. D'accord. Mais j'espère bien que si on se revoit dans 1 an, dans 2 ans, ne nous bousculons pas, j'aurai quelque chose à te raconter. D'accord. J'aimerais vraiment, parce que si on arrive à montrer qu'une poignée de main, c'est une poignée de pied, c'est-à-dire, disons généralement une poignée de champ, CHAMP, ça a une trace dans l'électricité corticale aux endroits prévisibles. Comme m'a dit un psychologue d'un des hôpitaux de réadaptation à Montréal, il me dit, Monsieur Dubreuil, si ce que vous dites c'est reproductible, c'est vrai que ça va faire un peu de bruit dans les chaumières. Je dis, moi, c'est pas du tout mon objectif de faire du bruit dans les chaumières. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'avec leur membre fantôme qui leur fait mal, ils peuvent se faire du bien. Voilà ce qui m'intéresse. C'est-tu mobilisateur assez, là, s'il vous plaît? Pour moi, oui. Et puis, je vais aller au bout de ce truc-là. Et puis, c'est tout. Je m'en fous si les gens trouvent que c'est uluberlu. Je me rappelle un gars qui avait travaillé en France, qui avait une amputation d'une jambe, qui m'a dit, mais Bernard, tes trucs, c'est vachement simple. On est là, on se fait du bien. Je lui dis, oui, mais tu crois que les gens ils vont te croire quand tu dis que je t'ai fait gousi-gousi puis que t'as plus mal? Il m'a dit, mais les gens, on s'en fout. On les laisse dans leur merde. Il dit, moi, j'ai plus mal. Il me dit, on n'est pas dans une secte. On cotise pour rien. Hein? On doit rien à personne. On se fait du bien. Il dit, Lola. Tu sais, c'était complètement convaincant. Alors, il avait sa manière à lui de dire les choses, mais il avait raison. On s'en fout du qu'en dira-t-on. Puis heureusement qu'on s'en fout. Mais il faut y aller doucement, apporter sinon des preuves, mais disons des faits qui convergent pour dire, regardez, on essaye d'éliminer l'hypothèse qu'on puisse toucher depuis l'extérieur du cas, on n'arrive pas à l'éliminer, parce qu'on a des faits qui le montrent. On n'arrive pas à falsifier cette hypothèse. Mais c'est ça le boulot scientifique. On n'arrive pas, on n'arrive pas. Sauf que, là, je suis en train de faire un discours pour lequel je n'ai pas les faits, on est bien d'accord. Si on ne les a pas, qu'est-ce que tu veux? Je dirais que j'ai couru après une lubie. Sauf que je cours quand même pas complètement dans le noir. Il y a déjà plusieurs articles qui sont sortis, non pas
avec comme appareil une trace indirecte qui est l'électroencéphalographie, mais qui est l'hémodynamie du sang du cerveau. Ça s'appelle l'IRM fonctionnel. Donc tu mets la tête dans une grosse machine à $1 million, tu demandes à la personne qui a plus de bras de se gratter la joue, parce que c'est ça dont parle l'article. La personne se gratte la joue, la tête étant enfermée dans son sarcophage, là. Et puis les médecins qui sont à l'autre bout sur l'écran, ils voient que la zone contralatérale se met à avoir un afflux sanguin qui est interprété comme une activation de cette zone corticale-là. C'est bien un membre fantôme, et c'est bien en se grattant le visage avec le membre fantôme, pas avec une main réelle, avec la main fantôme. Ce qu'on n'a pas, c'est une rencontre entre deux mains fantômes. Ah, d'accord, ok. Mais tu ne peux pas l'avoir sous IRM. Essaye de trouver un hôpital dans lequel il y a 2 IRM, l'un à côté de l'autre, puis quelqu'un qui est là, puis qui tend la main à l'autre qui est à côté. Ça n'existe même pas. On ne peut même pas faire l'expérience. C'est des machines qui coûtent très cher. Il y en a une par pièce. La pièce est blindée. Tu ne rentres pas là-dedans n'importe quand. C'est un matériel fantastique, mais il est beaucoup trop encombrant pour qu'on puisse faire cette expérience. Tandis que le casque portable, sans le. Est-ce qu'on va l'essayer? Oui, monsieur. Puis voilà. Et on peut même le faire tout de suite parce que je l'ai là et si tu veux, on peut même le mettre sur ta tête. Ça t'intéresse? Vas-y. Ça t'intéresse? Bien sûr, T'as le goût? ça m'intéresse. Bon, ok. Donc, On fait une petite pause et puis j'installe le truc. D'abord sur ma tête pour te montrer les signaux, puis ensuite sur la tienne. ok.